Cela fait 30 ans qu'il parcourt le monde et le raconte. Même après l'accident qui a fracassé son visage, son corps et sa vie, il a voulu repartir. Car sans voyage, sans marche, Sylvain Tesson estime ne pas avoir de raison d'être. Un miraculé un peu perché, un funambule de l'existence, assoiffé d'une liberté à laquelle ses parents lui ont donné goût dès son plus jeune âge. J'ai eu une enfance merveilleuse et des parents merveilleux. Ils sont morts tous les deux. Philippe Tesson, mon père, est mort cette année. Journaliste, esprit libre. Oui. Et ma mère, Marie-Claude Tesson, qui était médecin. Et ils m'ont transmis non seulement le souvenir d'une enfance assez délicieuse, et surtout, une seule chose, qui était pour nous ce qui avait de plus important, la liberté. À 7 ans, vous vous échappiez pour aller dormir dans les arbres du jardin. Votre père dit que vous avez toujours été un enfant sauvage. Oui, c'est pour ça que pour essayer de retrouver mon état d'enfance, je voyage. Je suis en mouvement perpétuel. Le matin, je marche. À midi, je marche. Le soir, je marche encore. Ça fait 3 mois que ça dure. Vous avez traversé l'Himalaya à pied, les steppes d'Asie centrale à cheval, fait le tour du monde à vélo, vécu en ermite dans une cabane en Sibérie. À chaque voyage, un livre. Vous diriez qu'une vie sans péril est une vie sans plaisir? Oui, on est bien idiot, au fond, d'être obligé de mettre en péril sa vie pour se rendre compte de sa valeur. Si moi j'avais été sage, si les bonnes fées de mon enfance m'avaient offerte dans la corbeille, et autour de mon berceau la sagesse en partage, j'aurais pas eu besoin d'aller exposer ma vie pour en comprendre la valeur. Vous aimiez jouer avec la vie, faire le pitre sur les toits de Paris, notamment, jusqu'à cette nuit d'août 2014, une nuit d'ivresse sur le toit d'un chalet de Chamonix. Quel souvenir gardez-vous de ce qui se passe à ce moment-là? Mais aucun, parce que je garde pas de souvenir de mon accident et j'essaye de ne pas en garder. Et je crois même que l'oubli est une des médications les meilleures. Il faut oublier ces malheurs. Parce que si on macère trop dans le souvenir des malheurs, on finit par ne plus jamais avoir envie de continuer à vivre. De fait, vous tombez d'une hauteur de 10 mètres. Votre pronostic vital est engagé. Vous vous réveillez 1 mois plus tard. Avec quelles séquelles? J'ai la tête de travers, comme peut-être vous en apercevez, le visage disgracieux, et puis j'ai du métal dans le dos, du métal dans l'œil, enfin je suis cloué de partout. Non mais enfin plus sérieusement, c'est pas agréable parce qu'on se réveille avec un autre visage et on s'aperçoit qu'il va falloir vivre avec un autre, et de surcroît cet autre-là est vous-même. C'est la double peine. Mais ça n'a pas été la principale séquelle. La principale séquelle était que mon corps était moins capable. Or, j'avais besoin de ce corps puisque c'était mon véhicule et que j'avais voué ma vie, je l'ai voué au mouvement et au voyage, et il me fallait donc un véhicule en ordre de marche. Votre éducation, ce sera la traversée de la France à pied, à travers ces chemins noirs. Votre livre adapté au cinéma avec Jean Dujardin a été un succès. La marche a été votre guérison? Oui, la marche a été ma guérison. Le bénéfice concerne toutes les dimensions de l'être. C'est un bénéfice anatomique, musculaire, psychologique, physiologique, mental, moral, tout ce qu'on veut. C'est extraordinaire. Je sentais, moi, une espèce de sève végétale qui réinvestissait mon corps et qui transmettait les flux du retour de la vie, en fait, dans le moindre extrémité de mon corps. En quoi le fait d'avoir frôlé la mort vous a changé? J'ai eu un appétit qui s'est trouvé démultiplié. Parce que quand on a été un peu fauché, qu'on a failli y passer, qu'on est passé pas très loin de l'extinction des feux, eh bien lorsque l'on revient à la surface de soi-même, on s'aperçoit que il faut tenir chaque moment comme un surcroît, comme une partie gagnante, partie gratuite, comme on disait dans le flipper de notre enfance. Alors comme j'ai gagné une partie gratuite, eh bien celle-là, je la laisse pas passer. Après la France à pied, vous avez pris le large. Vous nous emmenez le long des côtes atlantiques, de la Galice en Écosse, en passant par la Bretagne. C'est votre dernier récit de voyage, intitulé « Avec les fées ». C'est quoi une fée, selon vous? C'est une explosion de toute la grâce et de toute la beauté du monde. Tout est incroyablement beau dans la rencontre du soleil, de la mer et de la terre. C'est le miracle de la côte celtique. Et avec une terre qui s'effondre dans la mer, à la falaise, et qui fait un balcon pour les hommes pour regarder le couchant. Partir, c'est aussi une façon de vous soustraire à l'époque. Vous éprouvez ce besoin de vous en extraire?
Moi, j'aime pas tellement cette époque. Je la trouve conduite par l'extase technique et soumise aux chiffres, à la statistique. J'ai l'impression que le chiffre a remplacé le verbe, que la comptabilité a remplacé l'inspiration, l'épargne a remplacé l'aventure. Alors ça me fait un peu de peine parce que je la trouve moins poétique que certaines époques que je fantasme. Vous diriez que vous êtes conservateur ? Oui, si vous voulez, moi je peux dire ça, je suis conservateur exactement comme une falaise est conservatrice, elle n'a pas envie de s'écrouler. Je crois que la croyance au progrès est une farce. Comme si l'histoire avait un sens, et comme si l'homme évoluait, et comme si l'humanité s'améliorait. Vous trouvez qu'elle s'améliore, l'humanité ? L'homme ne s'améliore pas. Non, c'est-à-dire que le progrès est peut-être le développement d'une erreur. Il y a peut-être un progrès de la violence, il y a peut-être un progrès de la folie, il y a peut-être un progrès de la bêtise. Alors est-ce que c'est ça le progrès que nous voulons ? Est-ce que vous trouvez que le charme de la vie a progressé, que le mystère des êtres a progressé, que le bonheur a progressé ? C'est peut-être pas sûr. Alors évidemment, on va plus vite, on a des espèces de tas d'appareils, d'ailleurs moi j'en ai pas. Vous êtes un homme déconnecté, sans téléphone portable. J'ai pas beaucoup de goût pour les bracelets électroniques, moi. C'est un bracelet électronique, un téléphone Bien portable ? sûr que c'est un bracelet électronique, absolument. C'est un bracelet électronique qui vous emprisonne, qui vous oblige à... Je suis pas non plus un valet. Quand on me sonne, je n'accours pas. La révolution digitale vous met dans la position de l'huître qui reçoit la goutte de citron dans l'œil et qui réagit immédiatement. Moi, je n'ai pas envie d'être une huître et j'ai pas envie que les phénomènes du monde aient sur moi l'effet du citron sur l'œil de l'huître. J'ai pas envie de réagir tout de suite, donc je ne réponds pas. Si on me sonne, je n'accours pas. Ça permet mille et une choses de contacter les gens. Sûr, oui, comme le robot mixeur et comme le couteau suisse, ça permet mille et une choses, vous avez tout à fait raison. La mise en communication permanente et très rapide de 8 milliards d'êtres humains les uns avec les autres serait une bonne nouvelle. Moi, je ne le crois pas. Parce que je crois qu'il y a d'autres états que nous pouvons vivre. C'est-à-dire ? L'état de silence, l'état de solitude, l'état de réflexion, de retrait avec soi-même. Vous écrivez « J'aime voyager vers les lieux comme vers un rendez-vous d'amour. C'est un objectif solide, car les lieux sont fidèles, ils trahissent peu. N'est-ce pas céder à la facilité aussi ? Oui, peut-être, c'est sûr. C'est peut-être ma lâcheté qui fait que je préfère tomber amoureux d'une montagne que d'une femme. Encore que j'arrive quand même maintenant à changer un peu d'avis. Mais j'ai longtemps cru ça, parce que la montagne, oui, je crois que c'est plus solide. À moins de glissement. Si vous voulez, le glissement de terrain est plus rare que la dispute de couple. Mais vous changez d'avis, vous dites ? Oui, je change un peu d'avis parce que peut-être que mon Graal à moi, ma quête du Graal, ne serait pas uniquement de circuler autour du monde, mais de rencontrer une présence, une fée, une femme. Alors, je ne suis plus amoureux que des paysages maintenant. Ah, voilà, une bonne nouvelle. Oui, peut-être. Être loin du monde et de tout le monde, c'est aussi ne pas avoir de famille, d'enfants. C'est un choix assumé, j'imagine ? Écoutez, il y a suffisamment de monde qui s'occupe de la perpétuation de l'espèce. Tout le monde a l'air d'y trouver un grand intérêt, et beaucoup de bonheur. Moi, je veux bien rendre service à l'humanité, mais l'être humain n'est pas du tout menacé d'un point de vue biologique. Nous allons arriver vers 10 milliards d'êtres humains, et on ne peut pas circuler dans un porte-maillot. Pourquoi en rajouter, franchement ?